Les excréments, vous avez cette boue collée contre votre casque et vous êtes dans le noir total, en plus d'avoir la chaleur et la densité qui vous écrase. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on reçoit Géraldine Parodi, qui a un métier extraordinaire. Elle est scaphandrière depuis 20 ans. Oyez, moussaillons, souquez les artimuses et remplissez les tonneaux de rhum. Qu'est-ce que tu fais, Louis, là? Je fais la sponsor. Non, je fais la sponsor, toi tu fais autre chose. World of Warship. Un texte, mais t'es sûr que tu veux que j'y aille? Parce que franchement, je le sens pas trop. Là. Mais si, World of Warship, les navires, les pirates, non, mais la guerre. Guillaume, on aurait dû mettre plus de budget, je sais, il m'a marqué. Non, il y a déjà trop de budget qui a été mis là. World of Warship, c'est un jeu de navires de guerre. C'est pas du tout des bateaux pirates. 1000 milliards de sabords, il a raison. Eh oui, j'ai raison. D'ailleurs, je vais continuer la sponsor si ça vous dérange pas. Vas-y, continue ta sponsor. Je peux continuer si ça vous dérange pas? Allez, super. À l'abordage. World of Warship, c'est un jeu de navires de guerre, c'est un jeu référence d'ailleurs. Vous pouvez jouer jusqu'à plus de 500 navires, vous allez pouvoir personnaliser, il y a plein de modes de jeu différents, vous pouvez jouer seul ou entre amis. Il y a pas mal de bateaux que vous allez pouvoir utiliser, ont déjà existé. Mais nickel doigt. Tu veux un bisou magique? Oui, mais peut-être que vous pouvez aller dehors finir votre... Oh là là, ça vole. Traîtrise. Et oui, je vais terminer la sponsor du coup. Le jeu est disponible sur PC, il est totalement gratuit et si vous n'avez pas encore créé de compte jusqu'à aujourd'hui, on vous offre 25 €. Voilà, tu peux le terminer. Voilà, super. C'est un pack qui contient plein de choses, il y a 500 doublons, il y a 7 jours premium, 2 millions de crédits et d'autres surprises. Tout est indiqué dans la description, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer et télécharger le jeu. Et moi, je vais essayer de terminer l'émission comme je peux avec Géraldine, scaphandrière, avec un métier assez exceptionnel sur Légende. Géraldine. Bonjour, je suis Géraldine Parodi, je suis scaphandrière en travaux sous-marins depuis plus de 10 ans et je suis sur Légende. Merci beaucoup Géraldine. Je te récupère le clap. Super. Tu es scaphandrière. Oui. J'étais très content de te recevoir, parce que je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que c'est un métier atypique qu'on ne connaît pas du tout. Il y a plein de choses, j'ai appris que tu étais la 4e femme française à être devenue scaphandrière. Oui, tout à fait. C'est un métier très particulier et j'ai vu que tu venais de Lyon, si je ne me trompe pas. Rieux-la-Pape, précisément. Ce n'est pas du tout une terre de plongée. Pas du tout. Je peux me permettre. Hein. Comment tu en es venu, toi, faire ce fil-là vers la plongée, puis vers le scaphandre? Alors moi, la passion, ça a été la mer de tout le temps. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui nous faisait beaucoup voyager parce qu'il était justement dans l'armée. Après, il était dans la gendarmerie, donc on a fait beaucoup de voyages en outre-mer. Partout, toujours entouré d'eau, la Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que ce soit le très chaud ou le très froid. Mais j'étais quand même dans les deux conditions, à l'eau, où je côtoyais ou les bateaux, ou la planche à voile, ou la chasse sous-marine avec mon père. Donc voilà, la mer n'était jamais très loin puisque c'était une véritable passion, j'en avais besoin. Et de toute jeune, j'ai commencé mes niveaux de plongée. Voilà. Personne plongeait dans ta famille hein. Justement, si. Mon père était marin, pompier, plongeur, déjà pendant plusieurs années. Mon parrain, plongeur dans la gendarmerie. Mon frère également, scaphandrier, donc mention B. Il faisait l'archéologie avec moi sous-marine. Donc j'ai marin-pêcheur, pas mal de... Tu fais plein de choses. Oui. Et à quel moment tu te dis, bon j'aime l'eau, c'est cool, je vais... ma vie était un lieu de vacances, puisque tu parlais de Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin c'est des lieux assez incroyables pour plonger, j'imagine. De ça à en faire un métier, parce qu'il y a quand même un step, tu vois, c'était évident pour toi de passer... Alors, c'était pas évident, c'était que comme je fais partie de ces personnes qui sont toujours passionnées de tout, moi, dans la tête, je voulais vivre de l'aventure, faire de ma vie une aventure. Et pour moi, je la voyais pas en dehors de l'eau. Donc, je me suis dit, monitrice de plongée, j'ai pas envie. Parce que pour moi, travailler sous l'eau, c'était un travail d'équipe. C'était une équipe qui mettait en place quelque chose, qui devait aboutir à une construction, à un travail, à un chantier. Moi, je voulais travailler, faire du BTP sous l'eau. Donc, le métier de scaphandrier me correspondait parfaitement. Parce qu'on va parler, mais tu fais quasiment les mêmes travaux que du BTP. C'est-à-dire que tu peux prendre un fer à souder... tout à fait. Tu prends tous les outils. C'est du BTP sous l'eau. Faut s'imaginer que quand on est équipé en scaphandre, ce scaphandre-là, c'est un EPI. C'est un équipement de protection individuelle. C'est un équipement qui va nous permettre d'aller sur notre lieu de travail. Mais sous l'eau, on se retrouve dans la configuration d'un chantier de BTP. C'est un moyen d'aller juste travailler, en fait, finalement. C'est rigolo, quoi. Alors que nous, on imagine que c'est la finalité. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. J'imaginais que la finalité, c'était de mettre un scaphandre, vraiment une sorte d'armure que tu mets pour aller sous l'eau. On va parler après de tout ce que tu as pu faire et vivre. Mais d'abord, tu commences à 19 ans ta carrière en faisant de la plongée archéologique. Oui. Donc là, c'est des épaves, si je ne me trompe pas trop. Ou en tout cas, c'est ce qui se trouve sous la mer. Comment tu te retrouves là-dedans en fait? Est-ce que tu es payé par l'État? Comment tu t'y mets? Non, alors moi, j'avais la plongée et j'avais l'archéologie. L'archéologie, c'est une passion de tout le temps. Je suis aussi gémologue, donc j'ai un diplôme sur les pierres précieuses et semi-précieuses. Bon, Indiana Jones, Abyss, c'était mes deux films phares. Donc l'archéologie, je suis rentrée dans le groupe de recherche archéologique sous-marine de Marseille. Je suis retournée à l'université.
Voilà, où j'ai fait un diplôme sur la prospection principalement, mais en sous-marin, chose qui ne se faisait pas avant. Et de là, j'ai commencé à faire mes premiers chantiers. Donc, je suis devenue chef d'opération hyperbar et j'ai pu en faire à Arles, à Marseille, et voilà, sur diverses profondeurs. Voilà. On n'imagine pas trop ce qu'on t'envoie faire sous l'eau. Est-ce que c'est trouver des épaves de bateaux et les vider pour voir un peu ce que ça réserve en termes d'histoire ou autre chose complètement? Alors, l'archéologie sous-marine, il faut savoir que d'abord, c'est de la prospection. On prospecte, nous, déjà, lorsque rien n'est trouvé. À ce moment-là, quand on a un doute, on met des repères, on prévient le DRASM, donc le ministère de la Culture, et à ce moment-là, on a des autorisations de fouille. Une fois qu'on est autorisé à fouiller, on va dégager des parties qui vont nous mettre sur la voie du fait qu'il peut y avoir un bateau dessous et déjà nous orienter sur ce qu'on peut trouver. Ensuite, on va avoir des autorisations de fouille, donc on va pouvoir dégager la fouille et remonter les objets qui sont à l'intérieur ou du bateau ou autres gisements indépendants. Est-ce que tu trouves des trésors? Est-ce que tu as trouvé dans ta carrière ce qu'on peut appeler des trésors, même si tu ne les gardes pas, ce qui était le propre des pirates ou même à l'époque? Est-ce qu'il y en a que tu as vu où tu t'es dit quand même, je sais pas moi, tu pouvais trouver des ossements, un peu comme on imagine dans Pirates des Caraïbes, je sais pas, dans n'importe quel film de piraterie? Est-ce que tu trouves des choses comme ça? Alors, on en trouve. Moi, j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'un jour, je trouverai. Peut-être. Mais pour moi, le trésor, il a deux significations. Il y a le trésor, oui, avec l'or, les diamants et tout ce qu'on s'imagine, justement, de cette richesse-là, richesse monétaire. Mais moi, c'était plutôt le trésor culturel qui m'intéressait. Ça veut dire que n'importe quel morceau de poterie que je pouvais remonter, pour moi, je le remontais, je le réveillais depuis 2000 ans, il était là, sous l'eau. Voilà, personne ne l'avait découvert. Il s'était endormi depuis le naufrage, au X problème. Et voilà, la première personne qui touche cet objet et qui le remonte, sur les objets que j'ai pu trouver, c'était moi. Et c'est cette valeur-là que moi, je mettais dessus. C'était des bouteilles en verre, c'était des visages de statues. Donc tout ça, ça avait cette valeur-là pour moi. J'ai entendu parler d'un squelette de chat. Oui, un petit squelette de chat. C'était quoi cette histoire? Je comprenne un peu quel type d'un squelette. Mais... Oui, alors j'étais sur une fouille justement où il avait été remonté 4000 amphores dessus, au large de Marseille. Une fouille où on plongeait au mélange sur 54 mètres de fond. Donc il y avait également la plongée technique qui rentrait en compte avec le mélange gazeux. Et là, on avait dévasé, on avait ce qu'on appelle fait de l'hydrocurage sur une zone. Hydrocurage, c'est du nettoyage. Alors on nettoyait, on aspirait le sable qui ensevelissait l'épave tout simplement. Elle était un peu en sous-sol. Voilà, on dégageait les membrures du bateau et sur ce qui restait en tout cas du bateau. Et lorsqu'on a j'ai dégagé cette membrure-là, dessous, on a commencé à avoir des petits os. Des petits objets, une bouteille en verre carré. Mais ces petits os-là, à force de les remonter, on a trouvé un petit peu, avec du travail minutieux, un petit peu la constitution du squelette. Et on a fait des recherches. On s'est surtout fait aider d'archéologues qui ont des différentes disciplines. Hein. L'archéologie, c'est plusieurs disciplines qui mènent une mission. Et là, on s'est aperçu que c'était un cadeau qui était souvent offert en Égypte, un cadeau de prestige, puisque quand on offre un chat, c'est également pour qu'ils chassent les souris qui vont venir ronger les cordages. Et donc, quand ils rongent les cordages, il y a avarie sur les bateaux. Donc, c'était un signe de bonne chance, de prévention, de bienveillance. Le chat était là pour chasser l'entrave, pour pas ronger les cordages. Donc, c'est un squelette de chat il y avait 2000 ans. Voilà, qui était resté sous les membrures. C'était dû à un naufrage, on sait? Bien sûr, oui, un naufrage. C'était un bateau qui a eu un naufrage? Oui, il avait percuté l'île de Meyre, donc Tiboulène de Meyre. Et donc, il était venu couler un peu plus... C'était Égypte, du coup? Ça venait d'Égypte? Alors, ça a fait tout le tour de la Méditerranée. C'est passé par l'Italie, voilà, avec différentes amphores de différentes origines qu'on a trouvées en saumure, remplies de saumure. Et en termes, tu parlais de bouteilles tout à l'heure en verre. Est-ce que tu trouves des choses qui sont bien conservées, encore avec du vin dedans? J'en sais rien. Il n'y avait pas une seule rayure dessus. Voilà. Après, on a des restes de saumure, par exemple, ça sent un petit peu le fumé. Voilà, c'était quand même du poisson macéré. Il y a aussi du vin. Ce qu'on appelle le garum aussi. Donc oui, il y a des restes, des résidus qu'on a pu trouver par-ci par-là, mais il y a d'autres archéologues qui ont trouvé bien plus que les quantités qu'on a eues, nous. Ah oui. Est-ce qu'il y en a qui gardent? Alors je sais que c'est complètement non éthique, mais je sais aussi par expérience, je viens de la Méditerranée, donc j'ai vu des maisons où parfois il y avait des amphores, il y avait des restes d'amphores qui servaient d'abat-jour par exemple. Est-ce que c'est des choses qui se font ou est-ce que c'est un autre commerce et d'autres personnes qui viennent essayer de faire des pirates sur des épaves? Le problème, c'est que le piratage, ça existe, bien sûr. Parce que c'est toujours le fait de trouver quelque chose, d'interdit aussi. Mais voilà, vous arrivez, vous allez sous l'eau, vous trouvez une amphore. Rares sont ceux qui vont la laisser au fond. Oui. Ça, c'est la réalité des choses. Par contre, lorsqu'on y attache l'importance justement réelle, c'est-à-dire l'histoire, on le signale, on appelle le DRASM parce que peut-être que cette amphore, elle est posée sur un autre gisement qui va aussi rassembler des maillons
manquant sur certains faits, certains morceaux, justement, qu'on n'a pas. Donc, il faut savoir la valeur qu'on y met. Soit vous le vendez, vous êtes un pirate et vous faites du marché parallèle, soit indirectement, malheureusement, vous gardez cette poterie parce que vous, c'est l'amphore qui a 2000 ans et vous la mettez comme ça dans votre maison et si vous vous faites attraper, ce sera aussi pénalisé. Ah oui. Soit vous le signalez au DRAS, mais à ce moment-là, peut-être que vous pouvez même participer au fait de voir un petit peu ce que vous avez trouvé, ce que ça devient, mais quoi qu'il en soit, vous restez l'inventeur. Ça veut dire que si on tombe sur un bateau comme ça, sur une épave, vous restez inventeur de cette épave. Inventeur, c'est-à-dire? Ça veut dire que votre nom est mis sous la découverte de cette épave. Donc vous avez découvert, vous, cette épave. Donc voilà. Donc tu as des épaves où ton nom est encore... Alors moi, je n'ai pas trouvé d'épave, c'est des groupes en général. Okay. Mais voilà, je suis sur l'étude de la fameuse bouteille en verre carré, avec le dromadaire au cul de la bouteille que j'avais sorti et qui était... Donc c'était une sculpture de dromadaire au cul de la bouteille? Voilà, carrément, en moulage au cul. Et puis voilà, la bouteille était carrée, était intacte. Et elle avait 2000 ans et sans une seule rayure. Est-ce que tu as le droit de garder des choses au-delà du côté illégal dans tout tes... Non, absolument rien. On donne tout à la DRAS. Comment tu es passé de cette archéologie-là, donc qui te passionnait, au métier de scaphandrier? Donc tu me disais, c'est vraiment le BTP sous-marin. Il y a quand même une différence. Tu fais beaucoup moins d'artistique, en tout cas de culturel. Pour moi, c'était une logique. Ça veut dire qu'on m'a donné l'occasion. Donc déjà, j'ai fait mes niveaux de plongée. Plongée loisir, c'était la base. Il faut d'abord être aquatique avant de travailler aussi. C'était une logique que de commencer. On m'a donné l'occasion, cette chance de faire de l'archéologie sous-marine, de mettre un pied dans le travail sous l'eau. Pour moi, de passer de plongeur loisir à scaphandrier, je ne pouvais pas. J'avais l'impression de sauter une marche. Donc j'ai fait de l'archéologie sous-marine où j'ai pu travailler, me former, connaître des difficultés, essayer de les résoudre. Et la suite logique, c'était de devenir scaphandrier après tant d'années d'expérience. Parce que le métier de scaphandrier, c'est vrai que c'est sexy quand on voit une photo, on a un superbe casque qui brille, on a l'impression d'être un héros quand on sort de l'eau, mais c'est loin d'être ça. Un scaphandrier, c'est vraiment quelqu'un de polyvalent, quelqu'un qui doit avoir la tête sur les épaules, qui est réfléchi, qui accepte la contrainte, qui travaille dans des milieux très hostiles et qui doit vraiment être posé avec un esprit d'équipe. Pour moi, c'était une logique que de finir par le métier de scaphandrier. Je ne pouvais pas brûler les étapes. Pas aller plus loin que ça, en fait, finalement, scaphandrier, c'est ce qu'on... Alors, on fait scaphandrier dans la zone des 0,50 mètres, comme j'ai fait pendant plus de 10 ans. Et après, il y a la saturation. Et avant ça, juste, tu parlais de la plongée, il y a des niveaux. Quand on est amateur, qu'on va passer, il y a différentes certifications. Il y en a combien avant d'arriver, ne serait-ce que pour pouvoir faire de l'archéologie, par exemple? Alors, vous pouvez passer niveau 1, niveau 2. L'essentiel, c'est d'être autonome. Ça veut dire que dans la zone 0,20 mètres ou 0,40 si vous êtes accompagné, vous pouvez, en tout cas, plonger de façon loisir. Ensuite, il y a le fait que vous allez passer une formation aux tables qu'on applique du ministère du Travail. Vous n'êtes plus dans le sport, là. Vous mettez un pied dans le travail. D'accord. L'archéologie, c'est ce qu'on appelle de la mention B. Nous, scaphandrier, c'est mention A. C'est tout ce qui va être l'archéologie, le scientifique, l'audiovisuel sous l'eau, quand on tourne des films. Ah oui. Les caméramans doivent être formés à la mention B. Ils sont autant plongeurs qu'un plongeur. Parce que voilà, on a des tables qui sont au ministère du Travail, ça n'a rien à voir avec les niveaux loisirs. Je comprends. Vous avez une pénibilité qui est prise en compte parce que vous restez plusieurs moments sous l'eau, une durée plus longtemps, et vous avez des profils qui ne sont pas les mêmes. Donc... lorsqu'on m'a proposé de faire de l'archéologie sous-marine, forcément, j'avais un pied dans le ministère du Travail. Pour moi, c'était une logique de commencer cette périphérie avant de finir en travaux sous-marins, qui était bien plus contraignant, puisqu'on oubliait la partie plongée pour se consacrer à la partie BTP sous l'eau. Donc, t'apprends, ce moyen d'aller sous l'eau, c'est donc cette certification, mais après, tu as ton métier en tant que tel, sous l'eau, que ce soit de la soudure, que ce soit... Il y a plein de thématiques que tu as abordées. Qu'est-ce qui fait qu'on... Alors, est-ce qu'on peut aller en tant que plongeur simple aux mêmes profondeurs qu'un scaphandrier? Ou est-ce que le scaphandrier... Oui, bien sûr. Alors pourquoi on met un scaphandre? C'est parce que c'est Parce qu'on est dans deux mondes différents. Le plongeur loisir, et donc dans le loisir, vous avez également le plongeur, ce qu'on appelle tech. Il va pousser les limites avec des mélanges. Des mélanges, c'est-à-dire des mélanges gazeux. Ça veut dire qu'il va appauvrir les pressions partielles d'oxygène, d'azote, pour remplacer en mettant de l'hélium. Il va repousser tout ce qu'on appelle la narcose, l'ivresse des profondeurs, qui est due à l'azote, par exemple. Il va réduire l'oxygène qui peut donner des hyperoxys. Quand vous continuez d'aller en profondeur... L'hyperoxie, c'est quoi? Alors, ça veut dire que votre mélange... Il y a plein de termes, mais je te demande à chaque fois parce que je ne les connais pas. Je pense que peut-être d'autres personnes ne les connaîtront pas. L'hyperoxie, c'est quand votre corps a une pression partielle à plus de 1,6 bar. La limite, c'est 1,6 bar. Quand tu décides d'être scaphandrière, on dit du coup, est-ce qu'il y a des diplômes particuliers qui sont propres à ce métier-là? Ou est-ce que les plongeurs ont les mêmes diplômes? Ou qu'est-ce qui différencie les deux?
Alors, quand on est donc plongeur loisir, on appartient au ministère du Sport. Donc, c'est comme son mot l'indique, c'est du loisir. Ouais. Donc, on n'a pas les mêmes tables de plongée, on ne fait pas les mêmes actions. Ça veut dire que vous ne travaillez pas au fond. Vous allez pousser les limites avec des mélanges gazeux, mais en rien, vous prenez des côtes, vous n'allez pas faire du marteau-piqueur, vous ne faites rien. C'est du loisir, vous observez. Vous faites des exercices aussi, si vous pouvez passer monitorat. Ensuite, vous avez le ministère du Travail, ça veut dire que vous allez au fond pour travailler. Donc, vous rentrez dans des tables de décompression qui sont totalement différentes. Vous allez au fond pour une mission. Alors, vous pouvez faire de l'inspection, des prises vidéo, du maîtrise. Dans le cadre de, admettons, si un quai a des problèmes, vous allez prendre les côtes de ces fameux désordres. Et ensuite, vous allez avoir des actions avec de l'outillage, comme des marteaux-piqueurs, du soudage, du découpage, du levage, du renflouage de bateaux. Ça, c'est du travail pur. Donc, on appartient à deux mondes différents, le loisir et... Et tu as appris donc du coup à manier un marteau-piqueur, un fer à souder. Il a fallu. Ouais, tu as appris d'autres métiers. Il a fallu. On est polyvalent. Le scaphandrier, c'est plusieurs métiers en un. Ouais, c'est comme si un artisan complet à la surface. En fait, tu pourrais faire tous les types de métiers, quoi. Tout à fait, parce que il y en a qui sont spécialisés. Ce sont des vrais soudeurs. Alors le vrai soudeur, il va être sur des travaux qui sont relativement délicats, avec contrôle derrière. Ils vont venir avec la vérification radio pour voir si les soudures sont parfaites. Ce sera sur des pétroliers, sur des installations vraiment très sensibles. Et vous avez le scaphandrier qui, lui, en a fait, ou s'est formé en terrestre et est devenu sous-marin scaphandrier ensuite, donc il a appliqué en sous-marin, mais qui doit être un touche-à-tout. Donc ça veut dire qu'il doit savoir faire du béton, parce qu'il a vu, savoir souder, parce qu'il va avoir une semaine de soudure, il doit savoir faire du levage, donc jouer avec les variations de volume, il doit faire un petit peu de tout. Faire du béton en sous-marin? Ah oui, tout à fait. C'est fou quand même. Parce que c'est compliqué à se projeter. Le béton, on le voit très bien en surface, que ça coule, il y a des bétonnières qui tournent et après ça sèche. Mais comment ça se passe sous l'eau, par exemple, tu vois, le béton? Alors, comme ça se passe sous l'eau, ça veut dire que c'est un béton qui est spécial. C'est un béton, ce qu'on appelle un prismaire. D'accord. Il a une accélération dans son séchage et il a un adjuvant, justement, qui est là pour faire rôle d'imperméabilité. En fait, il devient hydrophobe. Il sort imperméable. Donc, il repousse l'eau pour pouvoir sécher à cœur. Et dedans, il y a tout un mélange qui fait qu'on le coule en direct sous l'eau. Quand tu descends en termes d'équipement, pour parler équipement, combien de temps déjà entre le moment où tu commences ta formation de scaphandre et la fin, combien de temps passe? Alors, pour le titre professionnel de scaphandrier, c'est 22 semaines. 22 semaines. Entre le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les capacités titre professionnel, où on doit valider 3 modules qui sont l'assemblage, donc le soudure, découpage sous-marin, vous avez du levage, vous avez du maîtris et du béton. D'accord. En termes de tenue, pour parler de ça, moi j'ai l'image encore du scaphandrier, je suis un grand fan de Tintin, et je vois vraiment les scaphandres d'époque, couleur cuivrée, à l'ancienne. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on tend aujourd'hui vers un costume? On mettra des photos comme ça, on pourra illustrer. Bien sûr. Est-ce qu'on tend vers un costume d'astronaute? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre les deux? Il y a des grandes similitudes. On est dans deux mondes différents, mais le scaphandrier peut serrer la main à l'astronaute, parce qu'au fait, on côtoie un monde où on est en 3D tous les deux. Voilà, on se déplace dans cet espace où on a forcément, on est en lévitation, en apesanteur, vraiment ce monde 3D où on doit se protéger du milieu. Voilà. Sans cet équipement-là, on ne peut pas y rester ou on ne peut pas y travailler. L'astronaute, il a besoin de son scaphandre pour l'espace. Nous, on a besoin de notre scaphandre pour pouvoir aller dans notre milieu également. Ouais. On respire sous réserve d'autonomie qui nous vient. On peut communiquer, mais on est dans les mêmes conditions. Tu respires normalement, comme là? Oui. T'as pas de difficulté, y a pas, parce que soit en plongée, il y a une manière de respirer quand t'as dans le détendeur. Ouais, dans le détendeur de la bouteille, quand tu l'as dans la bouche. Tout à fait. Il y a une sorte de... On sait que c'est l'air qui va venir parce que tu l'inspires finalement. À la demande. À la demande. Là, c'est un environnement finalement où tu as de l'espace autour de la tête. Est-ce que tu respires normalement comme on parle là? Alors, on a une petite contrainte de plus parce qu'on doit faire un petit effort pour justement inspirer avec cette petite force qui s'applique pour amener l'air jusque dans votre bouche, justement. Donc cet effort-là, vous avez exactement la même contrainte dans le casque, parce que vous avez un deuxième étage que vous avez en loisir, qui est carrément dans votre casque. La différence, c'est que vous n'avez pas l'embout dans la bouche. D'accord. Mais la résistance est la même. Et au plus vous descendez profond, c'est pour ça qu'on a inventé les détendeurs compensés et surcompensés, c'est pour vous faciliter cette respiration, même si vous descendez profond. Donc ça compense, voilà, on n'a pas besoin de faire ce gros effort, ça devient beaucoup plus facile en termes respiratoires. Il se fait vraiment des respirations un peu de...
Voilà, mais comme vous entendez Dark Vador. Ah ouais, ça fait un peu cet effet-là, quoi. Ok. C'est ça. J'étais en train de regarder Star Wars, c'est cool. Okay. Star Wars. J'ai lu et j'ai vu que dans pas mal de reportages que tu étais la 4e femme en France à être devenue scaphandrier. Pourquoi si peu de femmes? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont scaphandriers en France? Combien il y a de personnes qui travaillent dans ce milieu-là? Alors, il y a quand même pas mal de scaphandriers qui sortent chaque année des écoles. Bon, là, l'Institut national de plongée professionnelle a fermé il y a 2 mois. Mais on a l'école de Fréjus, on a celle de Triberdun et on a le pôle également à Lorient, à l'AFPA, où ils sortent également des titres professionnels. Donc, oui, quand je suis sortie, moi, on était très peu de femmes françaises. Encore une fois, parce que à l'étranger, il y en avait. Les Hollandaises, les Américaines, Canadiennes, il y en avait. En France, beaucoup moins. Pourquoi? Parce que déjà, c'est au niveau culturel. En France, c'est vrai qu'on a toujours ce temps de retard pour faire certaines choses, avoir une ouverture d'esprit, oser. Ensuite, parce que la contrainte aussi, il faut l'accepter. On peut être une plongeuse, on peut venir de l'armée, on peut faire n'importe quoi. Le métier de scaphandrier, c'est un métier, encore une fois, de contrainte. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer. On ne plonge pas dans des milieux sexy. On doit accepter le fait qu'on doit se déplacer et être énormément mobile. Donc, quand on a une vie de famille, quand on est une femme, c'est très compliqué. D'autant plus si on a des enfants. Ouais. Je sais aussi de quoi je parle. Tu as une fille de 13 ans aujourd'hui, c'est ça? J'ai une fille de 13 ans aujourd'hui, voilà. Mais voilà, on doit accepter le mode de vie qui va avec. Et pour être scaphandrier, un chantier se passe rarement toujours au même endroit, même jamais. Donc, on doit accepter cette mobilité. Les contraintes, vous pouvez être dans un port aujourd'hui, dans une piscine nucléaire demain, dans une station d'épuration après-demain. Et ça, il faut l'accepter aussi au niveau du caractère. Parce que on a tous nos milieux de prédilection et ce qu'on ne veut surtout pas, ou en tout cas vraiment pas beaucoup faire. Je comprends. Et on doit l'accepter, c'est le travail. Voilà. J'entends. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de recul dans ce milieu-là. On va parler des risques après un peu plus tard, mais tu parlais des différents milieux. Il y a des milieux un peu ingrats parfois. Oui. J'ai même lu les stations d'épuration. Je ne savais pas. Donc c'est là où aboutissent tous les excréments des villes. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des scaphandriers qui plongent. Ah, tout à fait. Les scaphandriers dans les stations d'épuration, on est ô combien important parce que vous avez des brasseurs dans les bassins. Vous savez que quand tous les excréments arrivent, voilà, il y a plusieurs bassins pour que ça décante au fur et à mesure. Et le circuit, voilà, de différents... Au fait, au plus vous avez une matière concentrée, voilà, au plus on va faire en sorte de brasser pour diluer, récupérer les matières, diluer, récupérer les matières. Et c'est le traitement des eaux. Donc ça arrive à la fin clair, comme ça vous coule dans les robinets. Je comprends. Parfois, dans ces bassins-là, hyper denses, parce que les excréments, c'est hyper dense. Donc on a encore des tables de pénibilité qui sont différentes, puisque vous avez encore un écrasement qui s'applique sur votre corps. On est obligé d'intervenir sur les brasseurs, souvent qui restent embourbés entre tout ce qui est les cheveux, tout ce que vous pouvez jeter aux toilettes, qui se retrouvent dans ces brasseurs-là. Donc on va venir nettoyer les brasseurs, faire de la maintenance de montage. Minimum, il ne faut pas oublier qu'on est dans le noir, dans des excréments. J'allais te dire, parce que finalement, quand tu es dans l'eau, à la limite, peut-être que tu vois même parfois c'est très sombre. Mais là, forcément, dans les excréments, tu ne peux pas voir de lumière. Les excréments, vous avez cette boue collée contre votre casque et vous êtes dans le noir total, en plus d'avoir la chaleur et la densité qui vous écrase. D'où le fait d'aller avec un équipement différent. L'équipement des STEP, comme le nucléaire, sont à peu près les mêmes. Par contre, quand vous faites d'autres travaux sous-marins, vous n'avez pas ce casque-là et les combinaisons ne sont pas forcément vulcanisées, comme on a dans les STEP et dans le nucléaire. Donc, c'est vraiment un équipement spécifique qui vous isole entièrement du milieu. Pourquoi? Parce qu'à la moindre ouverture, vous pouvez avoir des septicémies, voire quelque chose de mortel au niveau des bactéries et des virus. Je vais revenir là-dessus parce que je vais te demander après s'il y a des accidents autour de ça, mais est-ce que tu sens des choses? Est-ce qu'il y a un côté dégoûtant où tu ne vois vraiment rien et au final, tu te plonges dans quelque chose que tu ne maîtrises pas? On le sent en surface. Au fait, quand on s'équipe, et c'est surtout pour les opérateurs et notre assistance en surface, qui eux, même s'ils ont des masques et pour X raisons, ils sont quand même au-dessus des cuves. Nous, après, l'air qui nous arrive, c'est vrai que ça ne sera jamais de l'air des Hautes-Alpes, hein, mais l'air qui nous arrive, elle est quand même, voilà, elle vient de bouteilles autonomes, fermées, donc voilà, l'air est traité, on n'a pas d'odeur, rien, ça limite. Mais ceux qui subissent le plus, c'est ceux en surface, ceux qui nous aident à tout ça, bien sûr, parce qu'eux n'ont pas notre équipement. Parce qu'eux, ils ont les odeurs en direct. Tu descends par une échelle dans des excréments comme tu descends dans une piscine? Totalement. Totalement. On descend par une échelle, on est beaucoup aidé parce que l'équipement qu'on porte est encore plus lourd que l'équipement habituel. Le casque, il fait à peu près 10 kilos sur la tête. La combinaison, elle gonfle en permanence, donc on a un mouvement de geste
comme je pense que tu as dû voir dans Tintin, hein, c'est pareil. Hein. Ouais. Donc on a un mouvement qui purge en permanence, c'est une soupape d'aller-retour, ce qu'on appelle aller-retour entre ce qui rentre et ce qui doit sortir justement, pour éviter qu'on rentre en surpression dans la combinaison et qu'on puisse plus ramener nos mains. Donc parce qu'il y a cette air continu qui vient nous isoler du milieu et qui nous distribue cette ventilation. Est-ce que tu parlais des risques du coup ça puisse entrer ou je ne sais par quel moyen rentrer dans la combinaison? Bien sûr, il peut y avoir un moyen. C'est déjà arrivé ça? Alors, je n'ai pas les accidents précis qui sont arrivés, mais j'ai déjà eu beaucoup d'histoires racontées et d'articles que j'ai pu lire, comme quoi le casque avait été clampé de travers. Et donc, les excréments étaient rentrés à l'intérieur. C'est pas en France, je crois que c'est même au Brésil. La personne est décédée de toute façon par septicémie, hein, à l'hôpital quelques jours après, ou je ne sais plus, quelques heures après. Après, il y a le fait que, peut-être en descendant de l'échelle pour X raison, on peut ouvrir le gant, et à ce moment-là, il faut s'en apercevoir à temps, avant qu'il y ait contact avec la matière active. Tout devient un risque, en fait, finalement. Tout est un risque. Parce que quand ton matériel, imaginons que ça se passe bien sur station d'épuration, quand tu ressors, est-ce que tu le nettoies? Est-ce que ça se jette? Bien sûr, non, ça se nettoie. Comment tu nettoies? L'équipement est très cher et il est fait pour ça. Pareil, quand vous allez dans le nucléaire, c'est pareil. Hein. C'est peut-être de l'eau limpide, mais les risques, ils sont également très importants. Donc, c'est pas de savoir qu'on plonge dans les excréments, c'est que c'est un matériel qui est fait exprès. Donc, s'il est fait exprès, c'est que derrière, il faut forcément avoir l'hygiène qui va avec. De toute façon, un scaphandrier, il faut que son équipement il soit nickel tout le temps. Le problème, c'est que, autant, il ne faut pas délaisser, quand vous enlevez un casque, il y en a beaucoup qui le pendent par-ci, par-là, pas rincer. Bon, ben après, le problème, c'est qu'il plonge avec. Il peut y avoir du sel qui s'amalgame, qui bloque la gamate, enfin, plusieurs problèmes techniques dus au manque d'entretien. La gamate, c'est pour... Voilà, c'est exactement. Comme n'importe quoi. Quand vous n'entretenez pas, ça ne marchera pas un jour. Par contre, les steps, au plus vous rentrez dans de la discipline à avoir, si vous avez cette négligence, le problème, c'est que ça peut vous coûter extrêmement cher. On ne peut pas se le permettre. Au plus vous rentrez dans les milieux extrêmes, au moins vous pouvez vous permettre quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est un équipement qui est isolé, à part, contrôlé, en permanence, vérifié, et surtout quand le plongeur est équipé, refaire des contrôles comme on nous enseigne, pour être sûr que quand il va à l'eau, on élimine tout problème déjà de logistique. Tu gères toi-même ton matériel? C'est-à-dire que quand tu le sors, tu le nettoies toi-même ou il y a des gens qui Non, on essaie toute une équipe. D'accord. Le scaphandrier, encore une fois, bon, il y a l'intervenant, mais vous avez l'aide opérateur qui est là aussi pour lui tenir le narguilé. Vous avez un chef d'opération hyperbar, un plongeur secours à poste prêt à intervenir, équipé de la même façon, voilà. Ok, donc oui, tu as un matériel qui est pris en charge. Oui, tout à fait. Tu plonges tous les jours? Non. On plonge selon les chantiers. On a des chantiers parfois qui vont durer plusieurs mois. Vous avez un stand-by de plusieurs semaines et hop, vous repartez. Vous avez un chantier de 3 jours, hop, vous repartez en stand-by. Ça varie énormément. Quand on voit les gens se déplacer sous l'eau, il y a une facilité de mouvement parce que l'eau de mer permet d'être plus fluide, même l'eau de manière générale, on est plus léger. Est-ce que c'est le cas même quand tu manipules des outils du style marteau-piqueur? Souvent, le problème des gens qui bossent dans ces métiers-là, c'est qu'ils ont les bras en compote parce que ça fait des secousses ou après des canaux carpiens, il y a plein de choses qui arrivent. Bien sûr. Comment ça se passe quand tu es sous l'eau? Alors le problème, quand on se met sous l'eau pour s'immerger, le problème c'est Archimède. Il nous a toujours ennuyés pour ça, mais c'est aussi lui qui fait que on est porté par une certaine adrénaline à flotter, comme si on volait indirectement. On est très bien aussi. Mais nous, le scaphandrier, on n'est pas fait pour voler entre deux eaux. Hein. On est fait pour marcher au fond, entre parenthèses, et surtout pour pouvoir tenir notre outillage sans qu'il y ait de résistance en plus de la part de notre corps. Ça veut dire que l'outillage qu'on va utiliser, je vous prends l'exemple d'un marteau-piqueur, c'est lourd déjà, donc on fait en sorte de un petit peu l'alléger. Ensuite, si on doit flotter entre deux eaux, s'accrocher, faire du marteau-piqueur, et puis on se soulève, et puis on doit... C'est ingérable. Le chantier, il prend du temps, le travail, il n'est pas fait, et on est extrêmement fatigué à la fin parce qu'on a lutté 24 heures sur 24 pour essayer de contrer cette résistance. Donc, on s'alourdit volontairement pour pouvoir s'occuper de notre logistique et pouvoir faire le chantier comme il se doit. Donc, on s'alourdit. Et tu as des fers à souder, j'ai vu aussi, qui chauffent énormément. Et donc on voit oui, on a notre équipement de soudure, bien sûr, sous-marine. Donc ça fait des flammes sous l'eau, quoi. Tout à fait. N'importe la température, on voit les flammes quand même. On fait des courts-circuits sous l'eau et ça soude de la même façon. J'ai envie de dire, alors la soudure ne se comporte pas de la même façon qu'en surface, mais on a un geste qui est extrêmement semblable et on soude très très bien sous l'eau. Et tu ne vois rien sous l'eau? Quand tu soudes, comment ça se passe? Est-ce que tu as des fois où tu vois un peu, je sais pas, quand tu te rapproches par exemple de la visière, ou est-ce que c'est vraiment juste... au tactile, en touchant, que tu vas te repérer Alors, quand on soude, on essaye de... Bon,
Ça dépend du milieu dans lequel on nous demande de souder. Hein. On a déjà une vitre qui occulte pour éviter d'avoir les flashs, comme en surface, hein, de toute façon, que ce soit le découpage ou la soudure. Par contre, il y a des scaphandriers qui travaillent dans l'eau claire. Il y a beaucoup de scaphandriers qui travaillent dans des piscines, des choses comme ça. Moi, j'ai choisi de travailler dans les réseaux. Alors, j'ai pas choisi, c'est que quand j'étais avec mon ex-mari, donc on avait la société de travaux sous-marins. C'était scaphandrier aussi, de père en fils. Voilà, 5e génération. Lui, il a toujours sa société SMTH. Moi, j'en suis partie. Mais on était spécialisés dans l'industrie et la pétrochimie. Ça veut dire que dans l'industrie pétrochimie, rares sont les jours où vous voyez vos mains, parce que vous intervenez sur de la maintenance, des réseaux incendies, vous allez à l'intérieur de puisards pour aller faire du contrôle sur pompe. C'est dans des canalisations, en quelque sorte? Tout à fait, des canalisations, des puisards, c'est des genres de grosses caves immergées, des bassins, des bassins, des corps d'hélice, des corps de pompe, et tout ça, c'est caché sous les structures que vous voyez. Et c'est dans quoi? C'est dans, par exemple, des structures en mer pétrolière? C'est dans quel... Alors déjà, en inshore, en France, on a beaucoup à faire parce qu'on a la plateforme de l'Avera, on a beaucoup de pôles industriels. Nous, en France, on est très riche au niveau industriel, donc on a énormément de réseaux. D'accord. En plus, on a les cuves également. On parle de réseaux incendie, mais on a aussi les cuves de produits chimiques. Donc on va aller dans des tours aéros, on va aller dans des bassins de mélange avec du chlore à l'intérieur. C'est extrêmement varié, la rétention. On va aller dans les eaux brutes pour réserve incendie. Des cuves sprinkler. Ton métier n'est jamais le même en fait, selon les endroits. Tu peux aller partout. Voilà. Ça résiste à tout, cette combinaison que tu portes? Alors, il y en a les combinaisons quand le milieu n'est pas pollué. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est souvent une combinaison étanche. Et on a la vulcanisée qui est pour tout ce qui est milieu où vous avez des produits chimiques pollués, radioactifs ou stations d'épuration. Elle est faite comme, on dirait une grosse bâche que vous avez sur vous qui vous isole entièrement du milieu. Et c'est une résistance à la chaleur, ça c'est quoi? Ça supporte quoi en termes d'écart de chaleur? Surtout l'agressivité du milieu, avec tout ce qui est acide, produits, oui, beaucoup. Elle est traitée. Ah oui, d'accord. Okay. Tu peux aller dans des eaux à 30 degrés, à 40, 50, peu importe. Alors, on peut aller avec ces combinaisons. La combinaison, ça va pas lui faire grand-chose. Par contre, nous, à l'intérieur, on limite au niveau de pénibilité. Quand ça dépasse au-dessus de 25-26 degrés, on est déjà pas bien dans la combinaison. Parce qu'on chauffe, parce que on peut pas respirer, s'arracher le casque si d'un coup on a cette surchauffe qui nous arrive. Donc, un chantier, on tient compte du froid, du chaud, des vibrations dues à l'outillage. Donc on essaye, quand on est chef d'opération hyperbare, d'analyser le chantier et surtout ce que vont subir les opérateurs. Et on réduit les temps de plongée. Ce que j'allais dire, parce que si maintenant tu pars le matin travailler, les 9h, qu'on va dire la moyenne des heures de départ pour le travail, tu ne peux pas remonter, enlever ton casque, manger un sandwich, repartir. Ah si, ça nous arrive très souvent. On le fait, on plonge souvent le matin, on replonge l'après-midi. On a ce qu'on appelle des plongées successives ou consécutives selon les temps de pause entre. Hein. Mais par contre, on a un temps de 3 heures par jour et par intervenant. On ne peut pas dépasser ces 3 heures de travail, décompression comprise, hein, par intervenant. Alors la décompression, on en parlera après, c'est quand tu sors de ta journée, tu pars en caisson de décompression? Alors non, la décompression, ça se fait sous l'eau. Pour la tranche de 0,50 mètres. Ça dépend de la configuration, parce qu'il y en a également qui font des décompressions, ce qu'on appelle de surface. Vous avez également les corailleurs qui, eux, montent et vont carrément faire la décompression dans le caisson qu'il y a sur le bateau. Donc on a plusieurs méthodologies de désaturation. Moi, me concernant, je la faisais sous l'eau. Comment tu décompresses sous l'eau? En fait, on fait des paliers. Ça veut dire que c'est le temps que vous allez passer à une telle profondeur. À la profondeur donc voulue de chantier. Ces deux paramètres-là vont être répertoriés dans un tableau. Donc vous allez, admettons, dire je suis à 40 mètres pendant tant de temps et vous avez les paliers que vous allez devoir effectuer, admettons, à 9 mètres, 6 mètres, 3 mètres. Et avec les mélanges qui s'appliquent, que ce soit de l'air ou que ce soit enrichi en oxygène ou voilà. Déjà là, à cette profondeur-là, même si c'est 15, 20 mètres, 30 mètres, tu as des paliers déjà à respecter. C'est selon le temps d'exposition et voilà. Après, au plus, c'est toujours pareil, au plus vous enrichissez en oxygène. Donc au plus, voilà, l'oxygène, vous le prenez avec des paliers qui sont plus hauts. Hein, et au plus, vous réduisez les temps de décompression parce que l'oxygène favorise l'élimination de l'azote. Qu'est-ce qu'on risque en ne respectant pas les paliers de décompression? Un accident de décompression. Enfin, ça ressemble à quoi? L'accident de décompression, ça va être le fait que quand vous voyez une bouteille de champagne, quand vous l'achetez, vous ne voyez pas les bulles. Non. Parce que, voilà, elle est saturée dans son gaz, vous ne voyez pas les bulles, mais elle est saturée.
Quand vous allez baisser cette pression qui est à l'intérieur, qui est maintenue, vous allez enlever le bouchon, la pression, elle va diminuer d'un coup, elle va chuter. Donc, vous allez avoir ce dégazage qui va arriver, d'où toutes ces bulles qui sortent et qui font la mousse qu'on veut tous s'arroser à la fin d'une soirée. Mais dans votre corps, c'est pareil. Donc, ces bulles, elles circulent, vous les avez dans le corps. Si vous ne faites pas des stops à certaines profondeurs pour qu'elles puissent passer dans votre circulation, eh ben, les bulles, elles vont se dilater, d'où la loi de Mariotte. Donc, elles sont petites, elles vont se dilater, elles vont se bloquer quelque part dans votre corps, dans votre organisme. Elles ne vont pas sortir, vous n'allez pas l'éliminer par la respiration. Et elles peuvent se bloquer dans la colonne vertébrale, dans le cœur, dans les articulations, ce qu'on appelle des bends. Et vous pouvez être paralysé, handicapé d'un bras, tétraplégique, paraplégique. Même si c'est des petites... Alors, parce que vous n'aurez pas fait les paliers. Et donc, cette désaturation ne peut pas se faire. La décompression, les bulles ne peuvent pas s'éliminer en un temps donné qui a été calculé pour, parce que vous appartenez à ce ministère du Travail, ces tables-là, qui prennent en compte le fait que vous avez travaillé sous l'eau, vous ne vous êtes pas baladé. Si vous avez de l'outillage et que ça a vibré, ben, les bulles, elles vont se stocker beaucoup plus facilement dans votre organisme. Ça t'est arrivé, toi, déjà, d'avoir des bulles qui se sont bloquées ou d'avoir un blocage lié à... Oui, j'ai eu un accident de décompression dans l'épaule, j'ai eu un Benz dans l'épaule gauche. On dit un Benz? Oui, un Benz. D'accord. J'ai une bulle qui s'est bloquée au niveau de l'épaule gauche, qui m'a paralysé l'épaule et j'ai fait du caisson et je suis sortie au bout de 7 heures et j'ai pu reprendre ma mobilité. Après, ça a été des visites chez le médecin, des contrôles. Après, ça a été de regagner son aptitude. Bon, plus rien, hein. Les Benz, bah, ça arrive, hein. Surtout chez les scaphandriers. Tu ne pouvais plus bouger? Il était paralysé. C'est comme si vous aviez d'un coup une entrave à votre articulation. Vous ne pouvez plus... Elle est paralysée, vous ne pouvez plus la bouger. Donc, là, tu savais que ça allait être... Là, ce n'était pas dans le cadre du travail. D'accord, c'était de la plongée. C'était dans le cadre de la plongée au mélange. Et là, tu savais que ça allait se remettre normalement, radicalement ou tu peux... On ne sait jamais. Ah, tu ne sais jamais. Dans notre métier, quand on a un accident, c'est vraiment le temps d'intervention et de secours qui va tout faire. Voilà. Faut la rapidité, quoi. Soit vous êtes monté et vous avez ce qu'on appelle une surpression pulmonaire, et là, rares sont les personnes qu'on peut rattraper. La surpression, ça veut dire que vous avez un problème sur votre gilet en loisir, admettons, il gonfle, et vous faites comme un ballon qu'on laisserait s'échapper. Vous n'avez pas le temps de souffler, de respecter cette vitesse de remontée pour que ces bulles s'échappent, et vous explosez vos alvéoles pulmonaires. On n'en revient pas? Non. Non, on en revient rarement. Le 3/4 du temps, ils sont mortels. Pourquoi? Parce que tout simplement, ben, vous avez carrément entamé, fissuré vos alvéoles pulmonaires et que vous ne pouvez plus rien faire dessus. En plus, on se voit mourir, en fait, finalement. Exactement. Ah ouais. C'est des choses qui sont communes. J'ai vu qu'il y a des chiffres quand même assez glaçants. C'est qu'il y a 15% de mortalité dans les métiers de scaphandrier. C'est assez élevé. Oui. C'est des choses que tu vois, toi, tu as déjà vu au quotidien. Enfin, pas au quotidien non plus, mais... J'ai perdu un ami. J'ai perdu un ami sur un barrage, oui, qui est resté collé, au fait. Et malheureusement, ils n'ont pas pu le sauver à temps. Disons que le corps a été récupéré, oui. Mais il avait déjà... Quand vous êtes sur un barrage, je vous explique rapidement, vous avez la hauteur d'eau maximum qu'on souhaite et celle qu'on diminue. Donc le barrage, c'est vraiment une différence de pression qui s'applique, une différence d'eau. On fait en sorte de contrôler cette eau et la donner un petit peu, la faire varier à volonté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand le plongeur il plonge du côté du barrage, il se retrouve sur la colonne d'eau où il y a le plus de pression qu'appuie. Ouais, qui appuie contre la paroi pour qu'il va être libéré. Exactement. Par contre, derrière, vous avez des geysers hyper puissants. Parce que ça arrive en force et ça passe dans des vannes qui sont petites, réduites pour contrôler le débit, justement. Sauf que lui, s'il y a une fissure ou qu'il se fait prendre par cette vanne, la pression qui s'applique, c'est la pression que vous avez derrière au niveau du lac. Elle va s'appuyer au niveau du corps. La personne va rester collée, non seulement va rester collée, mais son corps entier va faire un garrot et va vouloir passer dans ce trou. Donc je ne sais pas si vous imaginez le fait que quand vous décollez une personne de ce qu'on appelle une différence delta, donc un renard, on appelle ça un renard en travaux sous-marins, quand vous le récupérez, la personne est le 3/4 du temps décédée. Oui, parce que c'est très rapide en plus. C'est exactement, et puis la pression, c'est pratiquement impossible de la contrer rapidement, le corps. Comme si on se faisait écraser finalement. Exactement. Parce que c'est comme pour combler un trou. C'est un gros garrot. Ouais, c'est ça en fait. Ça... C'est un gros garrot. Et la personne se rend compte de ce qui lui arrive, elle continue à respirer ou c'est vraiment... Dans les premiers temps, oui, et selon la violence du renard, la puissance du renard, ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite. Tu penses à ça quand tu vas dans n'importe quel type de plongée, que ce soit des plongées plus simples pour toi ou plus complexes, au fait qu'il y a toujours une chance ou une possibilité de ne pas revenir? Alors, on ne part pas avec cette idée, parce que le but, quand on fait des travaux sous-marins, on sait. On sait que le métier qu'on fait, tous les jours, on va risquer notre vie.
Par contre, quand on fait un chantier, on fait en sorte de faire reculer cette idée pour laisser place au travail. On l'a fait reculer, cette idée, avec la prévention en amont. Ça veut dire que le métier de scaphandrier, c'est un métier d'équipe et de réflexion. On cloisonne tous les risques, on émet toutes les hypothèses, on essaye de prévoir l'imprévu, ça veut dire voir les cas de non-conformité et les possibles accidents. Une fois qu'on s'est projeté, qu'on a cloisonné tout cet amont du chantier, on fait en sorte d'aller à l'eau avec le moins de questionnement dans la tête. On en aura toujours. On est dans un milieu haut, donc déjà quand on met la tête sous l'eau, on se dit est-ce que c'est étanche, pas étanche, est-ce que ça va bloquer, pas bloquer au niveau de la respiration. Quand on rentre dans un réseau, on se dit est-ce qu'il va se déclencher, pas déclencher, mais on est là pour répondre à ces questions. On ne se déclenche pas parce que j'ai consigné. J'ai consigné parce que je connais le circuit et parce que ça veut dire mettre des cadenas sur des réseaux. C'est des sécurités qu'on vient mettre en plus sur des systèmes de l'usine. Admettons, je prends le cas d'une usine. La personne, le système va être arrêté entièrement. Mais nous, comme on va dans ce réseau-là, on va mettre également nos cadenas à nous pour s'assurer que personne ne viendra allumer accidentellement le système arrêté quand on y est. Donc, on fait en sorte de cloisonner tous ces risques-là, la prévention des risques, ce qu'on appelle faire un plan de prévention. Et quand on va à l'eau, on n'est pas censé avoir toutes ces questions-là. On est juste sur je dois faire ci, je dois faire ça, est-ce que ça va bien se passer et qu'est-ce que je ressens au niveau de mon corps. Voilà. Je comprends. Et je pensais au risque, notamment parce que tu es maman. Oui. Et je me dis quand même, quand tu as une fille, peut-être, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle a 13 ans, elle connaît ton métier aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'elle te dit, attention, fais gaffe ou Oui, enfin, elle ne me le dit pas, mais elle me le fait comprendre. Quand même, Ma fille, quand elle est née, je travaillais dans le bureau donc pour taper les rapports d'intervention et mémoire technique. Après les interventions, elle était toute bébé, je lovais les narguilés, je la mettais dedans comme un poussin, au fait, dans le nid. Elle a grandi au milieu des casques de cette vie avec mon mari, qui ont fait qu'on travaillait 24 heures sur 24. Elle nous a vu partir en plein milieu des Noëls, des jours de l'an, parce qu'on avait des interventions d'urgence. Ce mode de vie à 100 à l'heure et les risques qui sont attenants, puisque quand on revient, on est souvent dans des états extrêmement fatigués selon les chantiers. On lui explique aussi. Elle sait ce que c'est la plongée, elle a fait son baptême de plongée. Elle a vu beaucoup de reportages. J'ai fait beaucoup de reportages, donc elle a également vu aussi ce que moi, je ne lui avais pas montré. Mais on essaye de lui expliquer au maximum. Après, c'est une petite fille qui est extrêmement intelligente et qui, depuis petite, est très curieuse de notre métier, tout en voulant rester extrêmement loin de celui-là. Ah oui, quand même. Mais oui. Elle a vu un couple, elle a vu des individus prendre des risques tous les jours pour leur passion, parce que ça fait partie des milieux extrêmes. Mais elle a vu aussi une vie de famille qui était drivée par le travail 24 heures sur 24, avec environ 6 jours de repos par an, en moyenne. Avec du travail les week-ends, avec des rapports et de l'ordinateur, même dans des moments où on était soir, nuit, vacances, pas vacances, week-end, pas week-end, on n'avait plus de notion. Donc c'est cette vie-là qu'on avait de couple quand elle était petite et jusqu'à 13 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis bientôt divorcée. D'accord. Mais voilà, c'est un mode de vie qu'elle a vu en condensé, en plus des risques du métier. Oui, je comprends, au point de se dire non, c'est bon pour moi, j'irai pas sacrifier mes journées, mes semaines. Elle sait ce que c'est, mais elle est capable d'expliquer le casque, le narguilé, elle a baigné dedans. Son grand-père était aussi scaphandrier, les 5 générations de Jérémy, ben voilà, elle a grandi dans cet ADN-là. Mon père aussi, dans les marins, pompiers, plongeurs. C'était autre chose, mais il intervenait pour récupérer les corps. Elle arrive dans un milieu Mais la mer, l'eau, le risque, elle a grandi avec. Tu disais, les jours de l'an, on peut intervenir. C'est-à-dire que 6 jours de congé par an, ça paraît... On t'appelle n'importe quand. Il faut que tu aies ton téléphone. On appelle n'importe quand. Là, si on t'appelle, on te dit demain... sur une grosse mission. Là, t'es à Paris. On t'appelle, on te dit, là, on a une mission hyper importante. T'as quelqu'un qui va prendre le relais, j'imagine. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Si je peux organiser le fait que je sois sur chantier à l'heure qu'il faut, et qu'on me met tout pour que j'y sois, j'y vais. Je peux quitter le plateau dans 3 heures pour me rendre sur chantier pour demain matin, où on pourra me faire aller en fonction de la logistique. Maintenant, si je peux pas, il faut que quelqu'un me remplace le temps que j'arrive. Mais on essaye d'être là, tout le temps. On est un métier, malheureusement, peu connu. Quand j'ai commencé à promouvoir le métier de scaphandrier, d'abord, c'était pour montrer la société qu'on avait avec mon mari. Pour parler de notre passion commune. Ensuite, ils ont vu dans mon personnage la femme dans les milieux extrêmes. Donc de là, ils se sont intéressés à la femme dans les travaux sous-marins. Il y a eu énormément de personnes qui se sont intéressées après à mon cheminement jusqu'à devenir femme scaphandrière, mère, vie de famille, épouse.
Et ce que je voulais passer comme message à travers tous ces reportages, c'était le fait qu'on ne nous connaissait pas assez. Et on ne se rendait pas compte de la difficulté du métier de scaphandrier. La reconnaissance en France est très inférieure à celle qu'on a à l'étranger. Et on fait un des métiers les plus difficiles et on a ô combien besoin de nous dans tous les domaines. Tu disais que parfois, le fait que des clients voient que tu es une femme, ça pouvait créer une surprise ou qu'est-ce qui t'est arrivé comme scène Je l'ai vécu les premières années. Moi, j'étais jeune scaphandrière, mais c'était les premiers chantiers et forcément, on était obligé d'aller travailler n'importe où, des sociétés qu'on ne connaît pas. Quand on appartient à des sociétés d'intérim, on nous envoie là à la mission. 2 jours après, on est autre part. Mais là, au fait, le client ne se rendait pas compte que l'intervenante, c'était moi, parce que voilà, il est venu à un moment où je ne parlais pas à la communication, je continue mon travail. Et puis, je termine, donc je remonte. Lui, il discutait avec d'autres personnes, donc il n'entendait pas la voix féminine à la communication. Ouais. Et quand je suis remontée, bravo, il me serre la main parce que j'avais fait le travail. Quand j'ai enlevé le casque et qu'il avait les cheveux et qu'il a vu ma tête, il a fait « Ah, mais c'est une femme !» Et là, je me rappellerai toujours parce que c'était mon premier chantier. Donc moi, ça m'a vexée. Ça m'a même pas vexée, ça m'a fait vraiment mal au début. Parce qu'en plus, j'étais fière d'avoir fait le chantier. Et puis là, j'avais l'impression qu'on m'avait coupé les jambes. Mais c'est une femme. Ouais. J'avais l'impression que j'étais encore la femme qui porte malheur sur les bateaux. Donc au fait, il a dit, j'ai su, après il ne me l'a pas dit en direct, mais il a dit, voilà, si je la vois encore sur un de mes chantiers, je ne vous fais plus travailler. Donc après, j'ai su que j'étais en plus celle qui allait faire perdre le marché aux clients. Donc c'était pas possible d'accepter ça. Au début, c'était compliqué. Pas de femme sur un bateau, pas de femme dans la mer, quoi. Mais je me suis accrochée et après, ça en devenait un défi, finalement, pour moi-même. Et la seule façon de le montrer, c'était de le prouver sur le terrain. Donc on a fait sa place. Oui, après, il faut être meilleur que les autres pour... on a pleuré. Moi, j'ai pleuré des soirs entiers où je me suis cachée dans des coins pour pleurer, pour pas qu'on me voie. Hein. Parce qu'en plus, si j'étais la fille qui pleurait sur le chantier, là, déjà, j'étais extrêmement mal. Ouais. Donc, j'allais me cacher dans les toilettes, je pleurais, ou je revenais avec un peu plus d'ambition. Ou le soir, quand j'avais ça, je broyais du noir parce que les paroles, on les garde quand même. Oui, forcément. Et on revenait encore plus fort le lendemain. C'est incroyable. Enfin, je ne pensais pas que ça allait poser problème même à des entreprises. Au début, c'était comme ça. Maintenant, la femme est acceptée de plus en plus en France. Oui, à l'étranger, elle y est déjà. D'accord. Par contre. Bon, ça progresse. Ça progresse, on essaye. C'est une bonne chose. Oui, oui. Tu parlais de travailler dans le noir tout à l'heure, le fait de rien voir. Oui. Tu fais tout au toucher, c'est-à-dire que tu peux reconnaître des écrous, tu peux reconnaître les outils. Comment tu t'entraînes à ça? Est-ce que tu t'entraînes dans des pièces noires? Non, on ne s'entraîne pas dans des pièces noires, mais d'abord, quand on va sur un site qu'on ne connaît pas, on demande en premier, d'où ces réunions en amont du travail, hein, et pour cloisonner les risques, on demande les plans. Est-ce que sur ce bassin, est-ce que sur cette station de pompage, vous avez les plans? Oui, non, le 3/4 du temps, il faut se dire qu'ils les ont plus. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est? Donc, ok, ils font des croquis. Donc, nous, on essaye de se projeter individuellement. On essaye de parler entre nous en équipe, notamment avec le chef d'opération Hyperbar, le chef de chantier. Donc, on essaye de cloisonner. D'accord. Quand ils nous sortent des plans, là, c'est merveilleux, hein, on travaille dessus. Donc, on va, et surtout, pas après pas, avec la communication permanente, on avance, on évolue, on dit notre ressenti, on essaye de reconnaître les éléments qu'on a vus sur plan ou dont on nous a parlé. Et voilà, on essaye de prendre nos repères dans le noir. Il faut savoir que quand vous êtes dans le noir, on s'accoutume au noir aussi. Moi, j'ai travaillé 80% de mon temps en scaphandrier dans le noir. Hein. Et on se concentre d'une autre façon. C'est toujours pareil. Quand on vous enlève un sens, vous développez les autres, indirectement par automatisme. Donc là, on était plus concentré sur ce qu'on entendait, des bruits, de déclenchement de pompe ou pas. T'entends tout, normalement? Oui. Qu'est-ce que t'entends? C'est un bruit sourd? C'est des bruits un peu étouffés parce que t'as... On va dire la combinaison qui fait que ça atténue, donc tu entends des bruits métalliques un petit peu loin. On entend parce que le son, il circule beaucoup plus vite dans l'eau. Pas de mettre de musique dans les oreilles, par exemple, c'est pas possible. Alors le problème, c'est que si on nous met de la musique dans les oreilles, on n'entend plus la communication, c'est un problème de sécurité. Mais c'est interdit. Ça veut dire que si on doit nous communiquer quelque chose, on ne peut pas parce que c'est entravé par la musique. Par contre, on se concentre pour entendre le moindre bruit dont on se poserait la question. Après, c'est amplifié sous l'eau. Tout est amplifié. Le but, c'est d'avoir un son clair de notre communication surface et d'être à l'écoute de notre milieu ambiant. Je comprends. Voilà, pour dire... là, j'ai entendu un genre de déclenchement de quelque chose. Il s'est passé quelque chose en surface. Ils ont déclenché quelque chose volontairement. Qu'est-ce que c'est? On pose des questions. Ah, tu parles. Et nous, on avance au fur et à mesure. Voilà. On a la communication dans le casque. D'accord. Tu n'es jamais toute seule, en fait. Tu n'es jamais toute seule. Si je suis seule, je dois remonter. Parce que s'il n'y a plus de communication, c'est fin de chantier.
Je comprends. Ça t'est déjà arrivé de prendre un mauvais outil ou de prendre quelque chose qui n'était pas une pierre ou... Oui, ça m'est arrivé de prendre un congre, pensant que je m'appuyais sur un tuyau, j'avais le corps d'un congre dans la main. Je peux vous dire que ça fait très bizarre, très long, très... Avec des dents tout acérées. Il s'était allongé dans les réseaux, il était au-dessus. Et moi, bon, donc on peut toucher des morceaux, des parcelles d'échafaudage, donc ça fait des barres, barres rigides. Et là, pareil, je m'appuie, sauf qu'à un moment donné, c'est extrêmement bizarre parce que c'était un peu mou. Et quand je me suis rapprochée la caméra, j'ai vu que c'était quand même extrêmement mou et ça ressemblait beaucoup à un congre. Donc je me suis reculée parce qu'en plus, il n'a pas bougé. Il aurait pu avoir peur, mais il n'a pas bougé. Et quand je me suis avancée, en fait, sa tête était dirigée vers moi en train de me regarder. Donc j'ai dit, c'est bon, on est amis et je ne te touche plus. Mais j'ai eu quand même un peu peur. C'est un congre, hein. Les congres, ça surprend. Ce qui surprend dans le noir, c'est toujours la surprise. Voilà, la surprise, le surprend et surprise, ça se rassemble. Pourquoi? Parce que c'est l'imprévu d'un coup, on touche, et qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que j'entends? Et on est d'un coup on se paralyse et on essaye de chercher l'info en espérant que ce ne soit pas quelque chose qui va nous venir dessus d'un coup. Oui, évidemment. Et tu as déjà eu contact avec d'autres spécimens, je sais pas, des baleines, des animaux qui seraient en plus grande profondeur? Pas en travaux sous-marins. Pas en travaux sous-marins? Non. Moi, j'ai pratiquement fait tous mes travaux sous-marins enfermés, dans des structures, dans des cœurs d'usine, dans des réseaux, sous des cages. J'ai été rarement en mer, ou pour de l'assistance à pétrolier, ou pour du renflouage de bateaux. Après, moi, c'était vraiment de l'industrie pétrochimie, donc la rencontre faune-flore, elle se faisait pas beaucoup. Forcément. Par contre, en loisir, après, j'ai rencontré du requin, de la baleine. Oui, ça, je l'ai fait en loisir. Par passion, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il te faut comme qualité quand tu te retrouves vraiment sous l'eau? Est-ce que nerveusement, c'est dur parfois? Est-ce qu'il y a un moment où tu craques, où tu dois avoir cette distance, rester calme, parce que c'est une question de survie parfois, je pense, en termes d'agitation. Comment tu le vis, ça? Est-ce qu'il y a des fois où tu as un peu pété un câble toi-même à l'intérieur de ton scaphandre? Alors, ce qui fait péter un câble souvent, et c'est quelque chose dont on doit faire extrêmement attention, c'est la fatigue. Voilà. Alors, ou on est stressé parce qu'on n'a pas compris quelque chose dans le chantier. Alors là, on va à l'eau extrêmement stressé parce qu'on n'aura pas osé demander au chef de chantier on n'ose pas dire qu'on n'a pas compris, au fait. Il y a toujours cette image de si je demande, comme à l'école, c'est qu'on va me dire que je suis nulle, alors que c'est pas du tout ça. Là, on parle d'un travail et surtout de risque. Mais c'était surtout le fait de pouvoir se concentrer. Ce qui manque, c'est la concentration, mais elle part quand on est fatigué, souvent quand on est très fatigué. Le scaphandrier, souvent, on fait du métier physique. Alors, vous avez la soudure, qui n'est pas physique en termes de force, mais qui est en attention. Le geste doit être attentionné, concentration. Donc, c'est une fatigue. Par contre, vous avez également tout ce qui est travaux portuaires, où là, vous faites vraiment du physique. Vous prenez sur la musculature, vous prenez sur votre organisme. Et là, à force d'accumuler les jours, même si vous avez un renouvellement de personnes au niveau de l'équipe, quand vous le faites en continuité, à un moment donné, vous êtes fatigué. Voilà. Et si vous ne le dites pas, le problème, c'est que vous avez à l'eau, vous êtes irritable, comme n'importe quelle personne qui aurait extrêmement suscité le cerveau ou suscité le corps. À un moment donné, il va dire, ah là, c'est bon, là, j'ai pas envie, là, je comprends pas, là, je suis fatigué, ne me parle pas fort dans le casque, on trouve n'importe quelle excuse après. Donc voilà, la sensibilité due à la fatigue, ça arrive souvent dans notre métier. Tout à l'heure, tu me parlais d'ivresse sous-marine, c'est ça qu'on appelle ça comme ça? Narcose. Narcose. Qu'est-ce que c'est? Parce que je n'étais pas repris là-dessus, mais je crois que parfois il y a des symptômes qui arrivent selon comment on remonte après une plongée. Qu'est-ce que c'est? Alors la narcose, c'est un phénomène, c'est l'azote qui en est responsable. Donc dans l'air que vous respirez, vous avez 79% d'azote, 21% d'oxygène. J'ai arrondi les valeurs. Et à partir de 30 mètres, l'azote va s'appliquer au niveau de votre cerveau et va écraser une partie des neurones. Et ça va vous faire comme si vous étiez ivre, comme si vous buviez à chaque fois un verre de whisky à chaque fois que vous prenez 10 mètres. Donc à 30 mètres, ça commence à avoir cet effet. Et ça dépend, elle varie, la narcose, elle peut être repoussée, mais elle peut être aussi augmentée dans le sens où vous êtes plus sensible. Vous êtes fatigué, vous avez froid, vous avez des problèmes psychologiques dans le sens où vous avez une préoccupation. Il faut savoir que quand vous descendez dans l'eau, tout ça, ça s'aggrave. Dans le sens où les idées que vous avez en surface, elles s'accentuent sous l'eau avec cet effet de narcose. Sauf qu'il y a deux réponses à la narcose. Donc on est bien, soit on est extrêmement bien, on est un peu euphorique, et comme quand on a le bon vin, ce qu'on appelle le bon vin,
L'alcool bon, l'alcool mauvais. Mais c'est très dangereux parce qu'on ne s'aperçoit plus qu'on est dans le milieu haut parfois et on a envie de tout s'enlever pour respirer comme si on était un poisson. Ah oui. Et soit on a le mauvais vin et donc on se renferme, devient agressif, on ne veut pas qu'on nous regarde pour savoir si ça va, on répond à plus personne. On a une mémoire qui est raccourcie, mémoire directe. Ça veut dire qu'on fait hop, quelle heure il est, hop, quelle heure il est, hop, quelle heure il est. Et quand on voit ça chez l'autre personne, on sait qu'il est narcosé. On voit des phénomènes. Tu dois surveiller ça. On surveille surtout ça. C'est pour ça que quand on fait de la plongée au mélange, on fait en sorte, pour travailler au fond en toute lucidité, de faire du mélange gazeux, de rajouter de l'hélium pour enlever cette part d'azote qui provoque cette narcose. T'as déjà rencontré toi, ou même toi peut-être vécu des... Ah oui, je l'ai provoqué aussi parfois. C'est vrai? Non, il ne faut pas faire ça. Je le dis pour tous les plongeurs. Comment tu... Mais j'ai voulu le provoquer parce que quand on est dans la plongée et qu'on commence, c'est vrai que on aime bien se dire qu'on va se provoquer la narcose aujourd'hui et que c'est des défis bêtes. Mais voilà, donc on va descendre très très vite et on va se redresser d'un coup et le coup de fouet que ça nous donne nous met dans un état un peu d'ivresse et c'est des défis très bêtes qu'il ne faut pas faire, mais on l'a fait. Il y a un côté où pour se sentir bien, pour vivre... On se sent très bien, même porté, même totalement dans un autre monde. On sent plus la contrainte de la plongée, mais on est plus lucide. Mais jamais seul quand tu... Mais jamais seul. On plonge jamais seul d'abord, c'est une règle. Ah, c'est une règle. En loisir, on plonge jamais seul. Ah, en travaux sous-marins, on est seul souvent au fond, l'intervenant, mais parce qu'il est relié par le narguilé et qu'il a l'opérateur en surface. D'accord. C'est quoi les accidents les plus bêtes qu'il y a en plongée? Là, on parle Alors de les plus bêtes ou les plus dangereux? Est-ce que c'est les mêmes déjà? Est-ce qu'il y a des accidents bêtes qui entraînent des accidents dangereux? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement avant d'y aller? L'accident bête, ça va être de négliger son matériel. Ouais. Ça va être le fait de ne pas respecter les procédures et ça va être chez le plongeur loisir, je parle bien, parce que c'est deux mentalités différentes. Ça va être le manque d'humilité. Ah, c'est des choses qui arrivent. Le manque d'humilité fait que on pense qu'on est très fort, on pense qu'on repousse les limites, et donc on pense que ça ne nous arrivera jamais. Et toutes ces questions font que souvent, il y a l'accident bête ou ouf. Il y a, dans les travaux sous-marins, il y a le manque de préparation d'un chantier. Il y a le fait qu'on peut avoir également, mais comme dans le loisir, une mauvaise hygiène de vie. Elle a bu la veille, il n'a pas bu la veille, il fume. Aussi, la cigarette, votre corps, c'est votre outil de travail. Donc si vous entravez par un quelconque problème, c'est que sous l'eau, il peut y avoir des dégâts. Donc, et c'est le fait toujours pareil, on se sent surpuissant par rapport à la réalité. Ce manque d'humilité, dans le monde de la plongée, il est souvent présent. Dès que les mecs commencent à plonger beaucoup, ils ont l'impression de surpasser la mer, en fait, finalement, d'être au-dessus des règles et au-dessus de tout. Exactement. Moi, ça fait des années que je plonge. Je suis loin d'être Wonder Woman. Je fais des travaux sous-marins parce que c'est une passion, pas parce que ça a été un défi de ma vie et que je suis au-dessus de toutes les autres femmes. Bien au contraire, j'admire des femmes qui sont bergères. J'aimerais faire des fromages, enfin voilà. Mais par contre, quand vous allez à l'eau, que ce soit dans 10 mètres d'eau ou dans 100 mètres, c'est pas votre élément. Et la mer, elle aura toujours le dessus sur vous. Ça, c'est une règle. Aujourd'hui, ça se passe bien. Peut-être que demain, ça se passera moins bien dans les mêmes conditions. Donc, il faut toujours avoir cette humilité. Et cette humilité, redescendre sur terre, poser, ne pas hésiter à dire « Bon, écoute, j'ai pas compris ce que tu m'as expliqué. S'il te plaît, reviens sur ça. » Ou « Ça va pas, je peux pas plonger aujourd'hui parce que je suis pas bien. » Ça, c'est des phrases qu'on oublie souvent de dire et qui mènent au clash à un moment donné. D'accord. T'as déjà eu peur, toi, pour ta vie? Dans une situation précise, soit en plongée ou soit en scaphandre, peut-être en scaphandre? Alors en scaphandre, beaucoup moins qu'en plongée loisir. Ah, c'est vrai? Parce qu'encore une fois, quand on plonge dans le travail, au plus le travail est dangereux, entre parenthèses, au plus il est cloisonné en sécurité, au plus vous travaillez en équipe, au moins vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Parce que vous êtes aussi cloisonné par un chef de chantier, par des règles, par des obligations. Bien sûr. Vous gagnez des sous, si vous ne faites pas l'affaire, le lendemain, vous n'êtes plus sur chantier. Vous perdez votre travail. Donc ça nous met déjà dans un cadre. Quand vous êtes plongeur loisir, vous êtes plus dans la fantaisie, dans le fait de pousser vos propres limites, d'aller voir une épave, d'essayer le mélange gazeux, de se prendre des libertés. Qui c'est qui va vous contrôler en fin de compte? Quand vous êtes autonome avec un autre plongeur, vous pouvez prendre votre bateau et aller plonger. Après, si vous voulez pousser des limites, vous le faites, mais il n'y a personne pour vous contrôler.
C'est là qu'arrivent les C'est là qu'arrivent les problèmes. Il y a quoi comme type de chantier? Tu parlais que c'était toujours cloisonné, que c'était... Est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereux que d'autres? C'est quoi un exemple d'un chantier dangereux? Je crois que tu nous as donné des photos. Oui. Je ne sais pas si ça fait partie des chantiers dangereux que tu as ou pas. Les réseaux déjà. Les réseaux, c'est ce que tu m'as donné comme photo? Oui. Là, c'est descendre dans un réseau parce que vous êtes dans le cadre d'un milieu industriel. Ouais. Ensuite, vous allez donc sous l'eau, vous ouvrez des puiseurs, donc vous êtes dans des milieux confinés. Et dans ce puiseur-là, ensuite, vous rentrez dans des conduites où vous êtes dans une conduite qui fait un diamètre 1000, donc 1 mètre, et vous rentrez à l'intérieur dans le noir. Donc vous allez passer sous les routes. Ah, tu passes... Ah non, allongé. Vous ne pouvez pas vous mettre debout. C'est comme si vous rentrez dans un petit tube de canalisation. Tu devais ramper comme un exercice, on va dire, d'armée ou autre. Voilà, vous juste faisiez à votre taille pour passer. Tu nous as envoyé, alors c'est une vidéo que tu as envoyée. Oui. C'est ça, c'est ce que tu fais? C'est ton activité? Oui, ça c'est moi. Là, ah, c'est toi? J'allais contrôler un réseau dans une usine. Donc là, je rentre, vous voyez derrière le cerclage, derrière là, je rentre dans l'émissaire. Je suis allongée là. Donc pour ceux qui écoutent en podcast, tu es en train de ramper dans un sorte de tuyau. On voit la mer au fond, mais on voit que petit à petit, il n'y a plus de lumière. C'est ça. Ça, c'est dans une usine, hein, à l'intérieur d'une usine. Et là, je suis en train de rentrer dans ce tuyau-là. Je passe sous une route, puisque ce tuyau-là, il sortait sous un étang. D'accord. Et donc, je passe... Voilà, ça, c'est ce que je voyais dedans. Donc, il y avait que la place pour mon phare, pour mon éclairage. Tu ne vois pas grand-chose. Et tout autour, c'est noir. Et là, je m'enfonce donc sous la route. Dessus, il y a les poids lourds qui passent. Donc c'est quand même pas un métier réservé aux personnes qui vont être un peu claustrophobes? Il vaut mieux pas l'être. Parce que tu es souvent dans des endroits un peu clos et restreints. Vous êtes déjà clos dans votre casque. Oui. Ensuite, vous rentrez dans le puisard et ensuite, vous rentrez dans la conduite. Il y a un petit côté film d'horreur, je te cache pas quand même, de se dire que si la lumière s'éteint, t'es toute si elle s'éteint, on attend 2 secondes, on se dit elle s'est éteinte et on essaye de faire le cheminement inverse pour essayer de... T'apprends à gérer ce stress-là? J'ai passé ma vie dans ces conditions-là, dans le noir. Ah ouais. Mais j'ai passé ma vie parce que c'est ce qui me plaisait le plus, dans ce milieu noir. J'aime beaucoup le milieu hostile, entre parenthèses, mais hostile, ça veut tout et rien dire. J'aime le milieu industriel. J'ai une association donc, pour la protection des fonds marins. Je suis passionnée de la biodiversité marine. C'est Spéromar? C'est Spéromarée, exactement. Spéromarée, oui, forcément. Mais je suis passionnée de ce que l'homme peut fabriquer, de ce que l'homme peut construire, de l'ingénierie. Et donc, j'aime le cadre industriel également. Tu nous as envoyé des photos? Si on reste sur ce cadre industriel, donc c'est toi? Oui, alors là, je suis en train de me préparer, mais ça, c'est pour la plongée à saturation. Alors, on va en parler, la plongée à saturation. Donc, explique un peu ce que c'est, si tu veux bien, avant qu'on monte les photos, comme ça, on pourra comprendre. C'est un autre type de plongée. Oui. Là, c'est des certifications qui sont encore plus élevées. C'est une certification maximum. Plus profond. La plongée professionnelle, au fait. Là, quand on classifie les niveaux de plongée professionnelle, c'est par profondeur. Ça veut dire qu'on va aller du 0,30 mètres, on va aller du 0,50 mètres pour pouvoir travailler. Donc le classe 2A, ce que j'étais pendant plus de 10 ans. D'accord. D'où les travaux en usine. Je comprends. Donc je ne pouvais pas dépasser les 50 mètres au niveau de mon travail. Dans cette colonne d'eau, je pouvais travailler, mais pas plus. La saturation, ça va être de la plongée au-delà des 50 mètres et jusqu'à 250 mètres de fond. C'est la plongée extrême. Ça veut dire qu'on ne peut pas remonter à la surface comme vous remontez en tant que classe 2A, donc dans cette colonne-là. Ça veut dire que là, il va falloir mettre en place un système. D'ailleurs, on parle de système à saturation. Alors, c'est pas que c'est plus héroïque, mais c'est juste une logistique beaucoup plus importante parce que vous vous retrouvez dans la similitude des astronautes. De la station spatiale, de l'astronaute qui vit à l'intérieur dans son milieu, qui fait des sorties extra. Voilà. Ouais. Moi, c'est pareil, je vais dans ce module pressurisé. Ce module pressurisé qu'on appelle la tour, elle me descend, c'est un ascenseur avec mon bellman, mon secours. Elle me descend, pressurisée. Arrivé au fond à la pression de travail, la trappe, elle s'ouvre. On descend travailler sur notre sol où on doit faire la maintenance sur du pipe ou autre structure industrielle. Hein. Ouais. Donc on a notre atelier avec nos outillages, comme si on était à la maison, mais au-delà des 50 mètres, et on va travailler plusieurs heures. Sauf qu'au-delà des 50 mètres, le travail fait que vous ne pouvez pas remonter comme ça. Ça veut dire qu'on va nous maintenir dans cette pressurisation-là. Notre corps, il va saturer en gaz, en mélange gazeux. Et lorsqu'on va remonter dans cette tourelle, elle va être encore en pression avec tout le même gaz. On va nous remonter jusqu'à ce qu'on appelle une pression ou un niveau de vie. Par exemple, sur la plongée à 84 mètres que j'ai faite, mon niveau de vie se trouvait dans les 51-52 mètres. On me maintient à cette pression-là avec mon bellman.
et on nous remonte au niveau du bateau et on vient nous clamper sur cette chambre de désaturation, donc cette chambre de vie dans laquelle on va vivre pendant plusieurs jours, qui va être à la même pression. On va faire un transfert de tourelle à chambre de vie. Et là-dedans, une fois que toute l'équipe va se rejoindre, on va commencer la désaturation de notre organisme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va mettre... Là, pour ça, j'ai mis... On va montrer les photos, peut-être comme ça, on comprendra peut-être un peu mieux. Voilà. J'ai mis 3 jours pour pouvoir sortir de la chambre de désaturation. Donc là, quand on tue, on descend comme un ascenseur, comme... C'est un ascenseur. C'est un outillage, c'est une tourelle pressurisée qui vous amène à la pression où vous devez travailler sur votre lieu de travail. Donc tu ne touches pas l'eau, tu descends en bas, sans toucher l'eau. On descend là-dedans, et après, comme la nacelle, on ouvre la trappe et on sort dans le milieu haut. C'est fou. C'est fou. Et donc là, tu t'équipes. À l'intérieur. Oui, là, ce que tu as envoyé, c'est l'équipement. Alors là, pourquoi vous n'avez pas une combinaison de plongée normale? C'est une surcombinaison. J'ai une toute petite combinaison très fine. Ce qui tue les plongeurs à saturation, si jamais ils n'ont pas des combinaisons comme ça, à système eau chaude, ce serait l'hypothermie. À des profondeurs comme ça, l'hypothermie, vous l'avez. Donc là, cette combinaison, elle est spéciale. Vous voyez un robinet au niveau de la taille, là. Oui. Ça va nous distribuer. À l'intérieur, vous avez un circuit de distribution d'eau chaude. Ça veut dire qu'il y a une chaudière qui va nous réchauffer par de l'eau chaude tout notre corps en continu tout le temps de notre intervention. Parce que tu descends à quelle température quand tu es en telle profondeur? Ça varie énormément. À moins de 10, ça veut dire qu'en dessous de la barre des 10 degrés ou voire des 5-6. Mais le problème, c'est que si on n'a pas ça, on mourrait d'hypothermie. C'est toujours au sec à l'intérieur quand même? Non, c'est milieu ou mouillé, mais chaud. D'accord. C'est ce qui nous maintient. Je comprends. Vous avez un harnais bleu que j'ai sur moi. C'est un harnais également qui va nous permettre d'être évacués dans la tourelle, dans cette fameuse tourelle qui nous sert d'ascenseur. Le bellman, le secours va pouvoir nous crocheter s'il y a un problème, il va nous chercher, donc il est apte. On est tous les deux formés aptes à s'équiper tout seul avec le casque et tout. Donc le casque, l'équipement, on descend tout seul, on va chercher la victime ou l'accidenté, on le crochette et on doit faire la manœuvre de secours en autonome avec lui. Donc on est pour la manœuvre de secours, là? C'est pour aller chercher quelqu'un? Non, là, c'était pour faire la plongée à 84 mètres. Mais on est formés tous les deux au secours en autonome. Donc là, c'est la partie où ça descend? Ça descend, c'est l'ascenseur qui est pressurisé et qui nous descend sur le lieu de travail. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tout ça, c'est dirigé par des maîtres systèmes extérieurs, des personnes qui sont formées à diriger ce genre d'opération à saturation. Et quand tu dis je remonte et je désature, désaturation pendant plusieurs jours? Ça veut dire qu'on se retrouve tous les 4 intervenants. On a plongé. En général, on est des groupes de 4. Hein, et même plus, 6. Et au fait, on se retrouve dans ces chambres-là qui sont tout simplement comme un vaisseau spatial, mais c'est une grosse cellule fermée, sous pression. Donc à la pression, admettons, des 50-52 mètres. Et on va, avec des mélanges enrichis en oxygène, on va faire en sorte de nous faire désaturer très lentement jusqu'à atteindre la pression de surface qu'on aurait en temps normal. C'est-à-dire là, pour le coup, j'ai mis 3 jours, on monte de 1 mètre par heure, voire quand on s'approche de la surface, ça devient du 45 minutes par mètre, et donc c'est extrêmement long. Et donc tu restes 3 jours à peu près là? On reste enfermé, donc il y a la demi-journée où on a fini l'intervention, on est rentré dedans. Ça a commencé, et les 2 autres journées où on est resté enfermé, à manger, à dormir, à vivre à 4 dans ce milieu restreint, voilà, à se laver. On s'occupe, ça veut dire qu'on sait qu'on est dedans, on ne peut pas ouvrir quoi qu'il en soit, on tâche de s'occuper, on discute beaucoup entre nous, parce que souvent on ne se connaît pas, on est d'horizons différents, de cultures différentes. C'est pas une team que tu as de base, c'est des gens que tu vas découvrir selon les spécialités? Là, j'étais avec un Norvégien, j'étais avec un Anglais. Il y avait Écossais, je crois, et on apprend à se connaître à l'intérieur, à parler, on se raconte nos péripéties, on rigole, on crée des liens, on lit. Après, on est fatigué, parce qu'il y a le corps aussi qui désature, donc indirectement, on est fatigué. Donc on dort, on mange, on revient, on relit, on parle, on joue avec des jeux société, des cartes, on trouve à s'occuper. Indirectement, c'est comme avant, les enfants n'avaient pas de téléphone portable. Ça ne les empêchait pas de s'améuser avec des cartes, avec des jeux de société. Non, c'est sûr, c'est sûr. Quand on prive, on trouve. Là, quand on nous prive, on trouvera toujours. Et quand, imaginons que tu peux pas sortir en amont, avant la fin de cette saturation, qu'est-ce qui se passe si tu sors?
on serait carrément un accident de décompression, voire ça pourrait être mortel au fait. Parce qu'au fait, notre corps il est tellement saturé en gaz que si vous interrompez, on est en procédure d'accident. Là, on est vraiment dans la gravité. C'est radical, là. Oui, tout à fait. Tu nous as raconté plein de choses de ton métier, notamment un jour où très compliqué. Il y a plusieurs opérations très compliquées. Mais il y en a une qui s'est passée dans un lac, dans les Alpes, après un crash d'avion. Est-ce que tu peux en parler et me raconter un peu ce qui s'est passé en détail? Oui, bien sûr. C'était un crash d'un avion privé avec 2 personnes à bord. En train de faire de différentes figures. Et ils ont percuté la surface du lac. Et nous, on a été appelés pour intervenir dessus. Donc, c'était à une profondeur environ de 10 mètres. Par contre, c'était une ambiance très particulière. Parfois, vous n'avez pas besoin d'être sur 50 mètres de fond, dans très peu d'eau. Ça peut vite tourner à la catastrophe, ou en tout cas, ça peut être encore plus hostile que si vous étiez dans une colonne d'eau bien plus importante, bien sûr. Donc là, lorsqu'un avion s'écrase, notamment avec la violence qu'il y a eu à ce moment-là, vous avez un tas de suspentes de parachutes qui se déploient. Donc vous avez le parachute suspente, vous avez les câbles hydrauliques, vous avez le revêtement que vous avez sur les cockpits. Et vous avez également, vous savez qu'il y a eu des décès à l'intérieur, donc vous avez également les objets personnels que vous découvrez. Tu sais que les 2 personnes sont décédées par contre. Parce que, oui, je le savais déjà. Mais par contre, vous trouvez des petits objets qui leur ont appartenu. Donc vous avez le côté avec toutes ces suspentes et ces pièges finalement à plongeurs, parce que nous, on est reliés quand même avec un narguilé. On n'a pas quelque chose qui... on n'est pas en libre, donc le narguilé également peut se prendre dans tous ces parasitages de suspentes et de câbles. Le narguilé, c'est vraiment ce tuyau qui te relie donc, à ta réserve d'air. Qui m'alimente, avec lequel je peux parler, ma ligne de vie, mon ombilical, on appelle le ombilical. Mais vous avez également le côté affectif, émotionnel qui rentre en compte. Vous allez sur un lieu, vous savez qu'il y a eu des décès. Vous allez sur le résidu de ce qu'il y a au fond, écrasé, vous remarquez la violence déjà de l'impact, et vous constatez le porte-clés, le petit mot qu'avait gravé sur le petit bout de tissu qui flotte, et la paire de lunettes, et là, vous réalisez aussi que vous allez sur une intervention où les motifs rentrent en compte. On ne peut pas rester forcément indifférent à ça, enfin, pas quand on est un peu sensible. Mais vous avez surtout un gros piège autour de vous qui est que vous pouvez vous embourber dans tout ce qu'il y a autour de vous. Et le milieu lac dans lequel on était extrêmement laiteux. Ça veut dire que c'est comme si vous plongiez dans toute pleine de particules, et cette ambiance, on aurait dit que vous plongez dans du lait, au fait. Donc ça faisait... En texture, tu veux dire? En particules, en eau chargée. Ça veut dire que l'eau était claire jusqu'à 6 mètres, et ensuite ça devenait blanc, sable, avec le remue du fond, qui en plus c'était un lac artificiel, donc vous aviez ce dépôt-là qui remontait. Tout devenait très compliqué parce que vous avez la visibilité en moins, les câbles qui flottent, l'émotionnel, et on devait mener une opération un peu délicate. Sauf que pendant cette opération, il y a eu une succession d'entraves. Déjà parce que certains critères nous ont été dits et aller en bas, c'était plus la réalité des choses. Donc on découvrait, avec tout le professionnalisme de rester en périphérie sans aller dedans directement, bien sûr. En fait, on fait un zoom, on va en périphérie, on fait une reconnaissance et ensuite on resserre les taux pour pouvoir aller intervenir. Donc on analyse en périphérie, on voit que c'est tout un sapin de Noël qui flotte. Donc on se dit qu'on va intervenir sur ça, on commence à faire les équipes. Moi je descends. Sauf que il y a une partie de l'avion qui était ensevelie, des résidus de l'avion, dont des câbles et des broches en tension, des broches hydrauliques en tension. Donc quand moi j'ai vu, il fallait dégager donc des grosses parties pour pouvoir les évacuer, parce que le but était de remonter le moteur, pour pouvoir l'expertiser et connaître la cause. On sait beaucoup par l'expertise des moteurs, de ce qui reste. À ce moment-là, quand j'ai tiré le train d'atterrissage, j'ai voulu dégager cette grosse partie qui était entre 2 eaux et enlever de l'entrave. Il y a une broche hydraulique qui est venue se planter dans ma purge. Et donc, je ne pouvais plus non seulement l'enlever, donc ça me scotchait au fond, mais de 2, elle était en train de m'arracher la purge de mon étanche. Donc, je ne pouvais absolument rien faire. J'avais du mal à avoir accès à mon outil de coupe, parce qu'il y avait la broche et il y avait tout un amalgame de tissu et de câbles qui était venu avec. Donc, il a fallu se poser. On ne voyait pas grand-chose, donc s'accoutumer un peu la vue au milieu et doucement faire des gestes pour passer sur les câbles, essayer de toucher l'outil de coupe, sortir le couteau et essayer de couper les câbles.
fois que le câble a été coupé, je suis remontée en faisant attention à mon autonomie parce qu'on était sur autonomie fermée. Qui dit aussi autonomie fermée, dit qu'on a un certain laps de temps aussi, qu'on ne peut pas respirer en continu. T'es chronométré en quelque sorte. Voilà. Ouais. Donc au fait, voilà. Et arrivé en surface, voilà, on a les idées qui reviennent, mais le temps de cette petite frayeur-là, ça met un petit coup de boost et c'est à ce moment-là où on doit se poser. C'est quand on a l'adrénaline au maximum qu'on doit se poser, au fait. Intérieurement, on doit se contrer volontairement nos pensées pour faire un focus sur ce qui se passe. Et en faisant un focus et l'analyse, on repousse forcément le stress puisqu'on se concentre sur la situation. Ça s'apprend. C'est les chantiers qui vous l'apprennent aussi. C'est un caractère aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont émotifs et qui ne pourront jamais faire ce métier ou à la moindre entrave, ils vont arrêter parce qu'ils se sentent dépassés. Tant mieux. Ça veut dire qu'ils se préservent aussi. Ils n'iront pas dépasser leurs limites. Mais voilà, donc je me suis posée et j'ai fait appel à mon expérience dans cette situation pour remonter. Voilà. Donc c'est quand même un coup de frayeur où en fait, soit tu remontes à cheval, soit tu exactement, exactement. Et juste pour parler de profondeur, si tu parlais, là c'était que d'une dizaine de mètres de profondeur, c'est quoi les profondeurs maximales que tu as pu atteindre, soit en plongée, soit en scaphandre? Ou en loisir, ou en professionnel, 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres en loisir, en trimix. D'accord. En trimix hypoxique, ce qu'on appelle. Okay. On met de l'hélium et on réduit vraiment de façon importante la part d'oxygène. D'accord, ok. Pour revenir, tu as une tenue avec marqué 3I 3S. C'est une tenue un peu, on dirait, spationaute, tu vois, astronaute en tout cas, avec un patch, avec... On peut être ensemble, hein, c'est pareil. Et 3I 3S, donc en plus, il y a un satellite qui... Tout à fait, voilà, c'est ça. Pourquoi tu as ça? On dirait qu'il y a un lien entre le spatial, du coup, concret et la mer. Alors, 3I 3S, je suis marraine cette année de 3I 3S, qui est une société savante, qui regroupe les experts, au fait, du monde spatial, dont ils œuvrent, au fait, pour que cette expertise spatiale se mette au service de la sécurité, de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Ça veut dire que lorsque j'ai fait la saturation, ils ont directement vu le lien avec mon milieu à moi et celui du spatial. Pourquoi? Parce que le milieu sous-marin reproduit les conditions que connaissent aussi les astronautes. Ce sont deux milieux extrêmes, deux vies dans deux milieux extrêmes qui demandent qu'à être développés, je pense, j'espère dans le futur, pour que le spatial puisse nous aider également dans notre milieu sous-marin à pouvoir vivre et à saturation et dans d'autres applications. En fait, le spatial gère beaucoup de choses, mais sauf que cet institut-là a décidé de mettre à profit ses experts, cette expertise et ses recherches dans différents domaines autres que le spatial pour diverses applications. Très importante puisque moi je représente la partie sous-marine et ensemble on se lie pour que le milieu de la plongée à saturation et celui du spatial puissent se rejoindre sur des thématiques et qu'on puisse développer et trouver des choses ensemble. J'ai vu qu'il y avait des astronautes qui s'entraînaient avec des scaphandriers, des plongeurs. Arnaud Prost, c'est un très grand plongeur, qui est professionnel aussi, qui est passé de stade de plongeur également à celui de l'astronaute. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est l'évolution dans ce milieu 3D, le fait de flotter, les contraintes, le milieu, l'équipement, la technologie, ça fait appel aux mêmes conditions, à la même discipline et à la même expertise. Donc, dans le milieu à saturation, qui est quand même le plus proche du milieu spatial, on vit dans un module géré par toute une expertise hyperbare, des maîtres systèmes. Il y a aussi le Cefismer pour l'armée, qui fait de très belles choses au niveau saturation. Et le milieu spatial où on vit en parallèle dans ce milieu également confiné qui fait appel à des technologies, des techniques différentes et toujours une protection également de l'homme dans ce scaphandre-là. Donc au fait, 3I 3S m'a rejoint pour me servir de partenaire, de sponsor et ils m'ont demandé d'être la marraine cette année quand je suis sortie de la saturation. C'est pour ça qu'on sera à l'ESA en fin d'année pour parler justement de ce lancement du monde spatial, monde sous-marin, mettre à profit la santé, la sécurité, l'éducation et l'environnement ensemble. Donc l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Tout à fait. J'avais une dernière question, toute dernière à te poser. Tu passes ta vie, donc tu me disais, 80% de ton temps dans l'obscurité, seul, dans un milieu silencieux. Est-ce que c'est pareil quand tu remontes à l'extérieur, tu as besoin de calme ou qu'est-ce qui t'insupporte à l'extérieur que tu ne retrouves plus, que tu avais
en sous-marin, par exemple? J'ai beaucoup moins de patience en terrestre que dans le milieu sous-marin. Parce que quand je suis dans l'eau, alors le milieu mer, le milieu sous-marin, il n'est pas calme, hein, il est bruyant. Par contre, on se retrouve avec soi-même. Voilà. C'est vrai qu'on fait souvent le parallèle avec le fait que, oui, quand on était bébé, on était dans une poche d'eau et on avait aussi un ombilical. Je suis d'accord. Je ne dis pas que je me retrouve dans les mêmes conditions. Mais par contre, j'ai l'impression de me retrouver moi-même parce qu'on fait de suite, on est dans un autre monde. On arrive un petit peu comme un explorateur avec ses règles. On y va à pas de chat, avec des autorisations, avec des actions à faire et surtout des devoirs. Le devoir de faire un travail, mais de la respecter aussi. Sinon, il peut y avoir des conséquences. Donc, je me concentre énormément. Et quand on se concentre, on fait appel aussi à des choses qu'on a à l'intérieur. Un caractère, un savoir-faire, des pensées, une maîtrise. Quand je remonte en surface, et ben là, c'est... Je me retrouve Géraldine sans mon scaphandre, sans le milieu haut, sans la passion que j'ai autour de moi, ce décor qui me passionne tant depuis toute petite. Et donc, c'est vrai que j'ai ce manque de patience qui fait que j'ai tendance à être un peu plus nerveuse en surface. Ça se comprend. Je te remercie beaucoup, Géraldine. Je te dis merci. À bientôt. Merci à toi pour toute merci à toi. Et ceux qui ont des métiers, celles et ceux qui ont des métiers particuliers comme Géraldine, métier particulier, on peut le dire, je pense quand même, c'est pas commun non plus de recevoir un scaphandrier ou une scaphandrière. N'hésitez pas à nous écrire sur la page contact@legendgroup.fr. Vous pouvez venir raconter votre histoire. Il y aura plein de questions à vous poser, forcément. Chaque métier a son lot de questions. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur la chaîne Légende. On sort 3 émissions par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook aussi, on est partout. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt sur la chaîne.